Déclenchement de la Première Guerre mondiale. Comment 2 coups de feu ont embrasé le monde entier. 10 millions de soldats morts, 20 millions de blessés, des empires entiers effacés de la carte. Et tout cela commence avec un seul homme, un seul pistolet, 2 balles. On vous a souvent raconté que cette guerre était un accident, une étincelle malheureuse, un attentat qui aurait mal tourné. C'est faux, ou plutôt c'est très incomplet, car une balle ne déclenche pas une guerre mondiale. Une balle tue un homme. Ce qui transforme un meurtre en catastrophe, c'est autre chose. C'est une machine construite depuis des années, patiemment, pièce par pièce. Retenez 2 mots, l'étincelle et la machine. L'étincelle, c'est Sarajevo. Un attentat de quelques secondes. La machine, c'est tout le reste. Les alliances secrètes, les plans militaires, les trains, les horaires de mobilisation. L'étincelle a tué 2 personnes. La machine a tué des millions. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette machine a fonctionné, comment l'Europe a basculé vers l'abîme en 37 jours. Et surtout, pourquoi, à chaque étape, on aurait pu encore tout arrêter. Revenons au début, 28 juin 1914. Sarajevo. Il fait chaud ce matin-là. Une voiture décapotable roule lentement dans les rues. À l'intérieur, un archiduc et sa femme. Le chauffeur prend une mauvaise rue. On lui crie de faire demi-tour. La voiture s'arrête, elle recule doucement. Et là, par pur hasard, un jeune homme se tient sur le trottoir. Il s'appelle Gavrilo Princip. Il a 19 ans. Il a un pistolet dans la poche. Sa cible est devant lui, immobile, à quelques mètres. Il n'en croit pas ses yeux. Il s'avance. Il tire 2 fois. En quelques secondes, le sort de l'Europe vient de basculer. Voici comment 2 coups de feu ont embrasé le monde entier. Donc oui, tout part de 2 balles à Sarajevo. Mais pourquoi ce meurtre a mis le feu à un continent entier? La réponse n'est pas dans le pistolet. Elle est dans la machine. Alors regardons d'abord comment cette machine a été construite. Pour comprendre, il faut oublier la carte d'aujourd'hui. En 1914, l'Europe est dominée par de grands empires. L'Empire allemand, jeune et puissant, l'Autriche-Hongrie, immense et fragile. L'Empire russe, gigantesque et lent. À côté, 2 vieilles puissances. La France, qui rêve de revanche, le Royaume-Uni, qui domine les mers. Ces pays ne sont pas isolés, ils sont liés. Et c'est là tout le problème. Depuis des décennies, ils ont signé des alliances, des promesses de défense mutuelle. Si tu es attaqué, je viens t'aider. Sur le papier, ces alliances devaient garantir la paix. En réalité, elles ont fait l'inverse. Imaginez une rangée de dominos posés sur une table. Vous en poussez un seul, juste le premier, et tous les autres tombent l'un après l'autre. Vous ne pouvez plus rien arrêter. L'Europe de 1914 ressemble à cette rangée de dominos. Chaque pays est collé au suivant. Il suffit d'en faire tomber un. D'un côté, il y a la triple alliance. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. De l'autre, la triple entente. La France, la Russie et le Royaume-Uni. 2 blocs. 2 camps, face à face. Retenez bien ces 2 groupes. C'est le cœur de toute l'histoire. Le danger de ces alliances, c'est leur automatisme. Personne ne contrôle vraiment l'ensemble. Chaque pays surveille son voisin. Chacun craint d'être lâché par ses amis. Alors chacun promet de soutenir l'autre sans condition. Et plus les promesses sont fermes, plus la chute devient certaine. Une alliance censée protéger devient un piège commun. Mais l'alliance n'est qu'une pièce de la machine. Il y en a d'autres. La première, c'est le nationalisme. Partout en Europe, on est fier de sa nation. On veut sa grandeur. On méprise le voisin. La presse exalte la patrie. La guerre paraît presque belle, presque propre. Personne n'imagine ce qui arrive vraiment. Depuis presque 50 ans, l'Europe vit en paix relative. Les grandes puissances ne se sont plus affrontées directement. Du coup, on a oublié l'horreur d'une vraie guerre. On se souvient de campagnes courtes et glorieuses. On pense que la prochaine sera pareille. Rapide, décisive, propre. Cette illusion est partout. Dans les journaux, dans les états-majors, dans les écoles. Personne n'a vu venir l'industrie de la mort. La deuxième pièce, c'est la rivalité des empires. L'Allemagne est devenue très forte. Elle veut sa place au soleil. Des colonies, une grande flotte. Cela inquiète le Royaume-Uni. Cela inquiète la France. Une course aux armements commence. On construit des cuirassés. On agrandit les armées. On prépare la guerre en pensant l'éviter. Regardez la course navale. L'Allemagne veut une flotte digne d'un grand empire. Elle construit des cuirassés modernes. Le Royaume-Uni répond aussitôt. Il en construit davantage. Chaque navire neuf en appelle un autre. C'est une spirale sans fin. Et cette spirale coûte une fortune. Plus on dépense pour la guerre,
plus on a besoin de la justifier. La peur nourrit l'armement. Et l'armement nourrit la peur. La troisième pièce, c'est la poudrière des Balkans. Cette région du sud-est de l'Europe est instable. De nombreux peuples y vivent. Beaucoup veulent leur indépendance. L'Autriche-Hongrie veut garder le contrôle. La Serbie, petit pays voisin, veut au contraire rassembler les Slaves du Sud. Et derrière la Serbie se tient la Grande Russie. Les Balkans, c'est le baril de poudre de l'Europe. Tout le monde le sait, tout le monde le redoute. Maintenant, ajoutez la dernière pièce, la plus dangereuse de toutes. Les plans militaires et les horaires. Chaque grande puissance a préparé un plan de guerre détaillé. Le plus célèbre est le plan allemand. L'idée est simple. La France et la Russie sont alliées. L'Allemagne risque la guerre sur deux fronts, à l'ouest et à l'est en même temps. Pour éviter cela, le plan prévoit de frapper la France très vite, en quelques semaines, puis de se retourner contre la Russie, plus lente à se préparer. Ce plan repose sur une chose, la vitesse. Tout est minuté, tout passe par le chemin de fer, des milliers de trains, des horaires fixés à la minute près. Une fois lancé, ce plan ne peut presque plus s'arrêter. C'est une mécanique d'horlogerie. Et cette mécanique a une logique terrible. Celui qui mobilise le premier prend l'avantage. Donc, personne ne veut attendre. Personne ne veut être en retard. Voilà la machine complète. Des alliances qui lient tout le monde, du nationalisme qui chauffe les esprits, une rivalité qui arme les nations, une poudrière dans les Balkans, et des plans rigides qui imposent la vitesse. La machine est prête, il ne manque qu'une étincelle. Au cœur de tout cela, un homme, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Détail important, ce n'était pas un va-t-en-guerre. Il voulait plutôt réformer l'Empire, donner plus de droits aux Slaves. C'est justement ce qui le rendait dangereux aux yeux de certains nationalistes serbes. Une société secrète prépare sa mort. On l'appelle la main noire. Gavrilo Princip en fait partie. Le matin du 28 juin, un premier complot échoue. Un complice lance une bombe sur la voiture. Elle rebondit et explose plus loin. L'archiduc survit. Il décide pourtant de continuer sa visite. Quelques heures plus tard, son chauffeur se trompe de rue. La voiture s'arrête juste devant Princip. Le hasard offre une seconde chance aux conjurés. Cette fois, il ne la manque pas. Donc retenez l'essentiel. Le meurtre de Sarajevo n'est pas la cause de la guerre. C'est seulement l'allumette. La vraie cause, c'est la machine. Maintenant, regardons comment l'allumette met le feu à tout. Étape par étape. Jour par jour. Tout commence à Vienne, la capitale de l'Autriche-Hongrie. La nouvelle de l'attentat provoque la colère. Pour beaucoup de dirigeants, c'est une occasion. L'occasion d'écraser la Serbie une bonne fois. L'homme clé ici s'appelle Berchtold, le ministre des Affaires étrangères. C'est un aristocrate élégant et orgueilleux. Il pense que l'Empire doit montrer sa force, sinon il s'effondrera. Pour lui, une petite guerre rapide contre la Serbie réglera le problème. Il n'est pas seul. À ses côtés se tient le chef d'état-major autrichien, Konrad von Hötzendorf. Cet homme réclame la guerre contre la Serbie depuis des années. Pour lui, l'attentat est presque une aubaine, le prétexte qu'il attendait. Deux hommes pressés donc au sommet de Vienne. Et tous deux veulent en finir avec la Serbie. Mais l'Autriche a peur d'une chose, la Russie. Si Vienne attaque la Serbie, la Russie pourrait réagir. Alors Vienne se tourne vers son grand allié, l'Allemagne. La question est simple, nous soutiendrez-vous quoi qu'il arrive? La réponse de Berlin va tout changer. Le 5 juillet, l'Allemagne donne son accord, un accord total et sans condition. Les historiens l'appellent le chèque en blanc. L'empereur allemand Guillaume II et son chancelier Bethmann Hollweg promettent leur soutien. Faites ce que vous voulez, nous sommes derrière vous. Pourquoi un tel choix? Beaucoup à Berlin pensent que la Russie reculera et que la guerre restera locale. C'est un pari énorme et un mauvais pari. Posons-nous la question, pourquoi l'Allemagne joue-t-elle si gros? Parce qu'elle a peur. Peur que la Russie devienne trop forte dans quelques années. Certains à Berlin se disent une chose froide. Si la guerre doit arriver, mieux vaut maintenant que plus tard. Vous voyez le piège. La peur de la guerre pousse à la guerre. Imaginons un instant autre chose. Imaginons que Berlin dise non à Vienne. Un simple mot de prudence. Attendez, ne précipitez rien. L'Autriche seule n'aurait jamais osé. Sans le soutien allemand, l'affaire restait locale. C'est là tout le poids de ce chèque en blanc. Une signature. Et le premier verrou saute. Les historiens en débattent encore. Mais beaucoup voient ici un plan de bascule majeur. Avec ce chèque en blanc en poche, Vienne prend son temps. Trop de temps peut-être. Il faut presque 3 semaines pour préparer la suite. Pendant ce temps, le reste de l'Europe ne s'inquiète pas vraiment. On part en vacances. Les dirigeants voyagent. Personne ne voit l'orage arriver.
C'est le calme étrange avant la tempête. Puis vient le coup suivant. Le 23 juillet, l'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie. Un document très dur. Une liste d'exigences humiliantes. L'Autriche veut envoyer ses propres agents enquêter en Serbie. Elle veut contrôler la justice serbe. En clair, elle demande à la Serbie de renoncer à sa souveraineté. La Serbie a 48 heures pour répondre. C'est très court. Et c'est voulu. Vienne ne veut pas vraiment une réponse positive. Vienne veut un prétexte. Lisez bien ses exigences. Aucune grande puissance ne les accepterait. C'est une humiliation calculée. Vienne le sait. Berlin le sait aussi. En réalité, ce papier n'est pas une simple demande. C'est une déclaration de guerre déguisée. On tend un piège à la Serbie. Si elle refuse, c'est la guerre. Si elle accepte tout, elle se soumet. Dans les deux cas, Vienne croit gagner. Et pourtant, surprise. La Serbie accepte presque tout. Elle plie sur presque tous les points. Elle refuse seulement le point qui touche le plus à son indépendance. Sa réponse est habile et modérée. Quand l'empereur allemand la lit, il aurait réagi en substance. Pour lui, cela enlevait toute raison de faire la guerre. Tout pourrait encore s'arrêter là. Pendant quelques heures, la paix semble possible. Plusieurs dirigeants respirent. Londres propose une conférence internationale. On pourrait discuter. On pourrait calmer Vienne. Mais le temps joue contre la paix. Chaque jour qui passe, les états-majors s'impatientent. Les plans réclament une décision. Et à Vienne, on ne veut pas d'une conférence. On veut sa guerre contre la Serbie. La fenêtre se referme presque aussitôt. Mais Vienne ne veut pas s'arrêter. Berchtold juge la réponse insuffisante. Le 28 juillet, exactement un mois après l'attentat, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Les premiers obus tombent sur Belgrade. Le premier domino vient de tomber. La machine se met en marche. Maintenant, tout va très vite. Et c'est là que les horaires militaires prennent le dessus sur les diplomates. Regardez bien ce duel. D'un côté, des hommes qui essaient encore de parler. De l'autre, une mécanique qui ne sait que se mettre en route. La Russie réagit. Elle ne peut pas abandonner la Serbie. Ce serait perdre la face devant tout le monde slave. Le ministre russe Sazonov pousse pour une réponse ferme. Le tsar Nicolas II hésite. C'est un homme doux et indécis. Il échange même des télégrammes amicaux avec son cousin l'empereur allemand. Ils s'écrivent. Ils se tutoient presque. Deux cousins qui tentent d'éviter le pire. Mais derrière eux, la machine tourne déjà. Dans leurs télégrammes, ils se supplient presque. L'un demande à l'autre de retenir ses armées. L'autre répond qu'il ne peut déjà plus. Et c'est vrai, car la mobilisation russe n'est pas un simple bouton, c'est un plan rigide, des milliers de trains, des ordres déjà imprimés. On ne peut pas mobiliser à moitié. Les généraux le répètent au tsar. Soit tout, soit rien. Encore une fois, l'horaire commande. Le tsar fait face à un choix technique terrible. Ses généraux lui expliquent un problème. La Russie est immense. Mobiliser son armée prend beaucoup de temps. On ne peut pas mobiliser seulement contre l'Autriche. Les plans ne le permettent pas. Il faut mobiliser contre tout le monde, ou attendre et risquer d'être en retard. Le 30 juillet, le tsar cède. Il ordonne la mobilisation générale. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Mais pour l'Allemagne, c'est presque la même chose. Pourquoi ? Parce que le plan allemand repose sur la vitesse. Si la Russie mobilise, l'Allemagne se croit obligée de bouger aussi. Tout de suite. Sinon, elle perd son avantage. L'homme qui dirige l'armée allemande s'appelle Moltke, le chef d'état-major. Il est nerveux et fataliste. Il pense que la guerre est inévitable et que chaque heure perdue est dangereuse. Il pousse pour agir vite. La diplomatie pour lui n'est déjà plus qu'un détail. Pourtant, un doute traverse même Berlin. L'empereur a un moment d'hésitation. Il voudrait limiter l'attaque à l'Est, contre la Russie seulement. Il demande à Moltke s'il peut tourner ses armées vers la Russie. Moltke refuse presque. Il répond que le plan ne peut pas être changé. Des millions d'hommes, des milliers de trains, tout est déjà calculé pour l'Ouest. On ne réécrit pas un tel plan en une nuit. Là encore, la machine dit non aux hommes. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le même jour, la France appelle ses hommes sous les drapeaux. La France est l'alliée de la Russie. Elle sait qu'elle sera visée. Mais tout le monde en France ne veut pas la guerre. Un homme lutte jusqu'au bout pour la paix. Jean Jaurès, un grand orateur socialiste. Il espère que les ouvriers de tous les pays refuseront de se battre. Le 31 juillet, la veille de la mobilisation, il est assassiné dans un café parisien. Avec lui meurt le dernier espoir d'arrêter la machine par en bas. À Paris, le président Poincaré veut l'unité. Il appelle à mettre de côté les querelles politiques. C'est ce qu'on appellera l'union sacrée. Toute la nation derrière le drapeau. Et c'est ici qu'apparaît le génie froid du plan allemand. L'Allemagne ne veut pas attendre la France. Elle veut frapper la première.
Le 3 août, elle déclare la guerre à la France. Mais le plan a un défaut majeur. Pour attaquer la France rapidement, l'armée allemande ne passe pas par la frontière directe. Elle est trop fortifiée. Le plan prévoit de passer par un autre pays. Un petit pays neutre, la Belgique. Or, la Belgique est neutre, et sa neutralité est garantie par un vieux traité. Le Royaume-Uni a signé ce traité. Pour Londres, c'est une ligne rouge. Le ministre britannique des Affaires étrangères s'appelle Edward Grey. C'est un homme calme et prudent. Pendant des semaines, il a tenté de jouer les médiateurs. Il a proposé des conférences. Il a multiplié les messages. Mais personne ne l'a vraiment écouté. Le 4 août, l'armée allemande entre en Belgique. Les petits forts belges résistent plus longtemps que prévu. Cela retarde déjà le calendrier parfait. Et surtout, cela décide le Royaume-Uni. Le même jour, Londres déclare la guerre à l'Allemagne. Ce soir-là, Grey aurait regardé les lampes de la ville. Il aurait déclaré en substance que les lumières s'éteignaient sur toute l'Europe et qu'on ne les reverrait pas de sitôt. Faisons le compte. Comptons les jours. 28 juin, l'attentat. 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. 1er août, contre la Russie. 3 août, contre la France. 4 août, le Royaume-Uni entre en guerre. Entre le meurtre et la guerre mondiale, il s'est écoulé 37 jours. 37 jours seulement. Le temps d'un été. La rangée de dominos est tombée en entier. Comptez encore autrement. 1 mois et 1 semaine. Voilà tout ce qu'il a fallu pour passer d'un fait divers tragique à l'incendie d'un continent. Une seule saison et un monde qui bascule. Et la chose la plus folle, c'est ceci. Presque personne ne voulait vraiment cette guerre-là. Les cousins couronnés s'écrivaient. Les diplomates couraient. Mais la machine était plus forte que les hommes. Une fois lancée, elle ne pouvait plus s'arrêter. Alors les armées se mettent en marche. Et là, une autre illusion s'effondre. Tout le monde croit à une guerre courte. On promet aux soldats un retour pour Noël. On part presque en fête. Les trains pour le front sont couverts de fleurs et de slogans. Beaucoup de jeunes hommes sont impatients d'y aller. Ils ont peur d'arriver trop tard. Trop tard pour la gloire. Imaginez un de ces jeunes Français de l'été 1914. Il a 20 ans. Il quitte son village. Une fleur est glissée dans le canon de son fusil. Sa mère pleure sur le quai. Lui sourit. Il pense être de retour avant l'hiver. Il ne sait pas encore. Il ne sait pas que beaucoup ne reviendront jamais. Et que ceux qui reviendront ne seront plus les mêmes. Au début, le plan allemand semble réussir. L'armée déferle à travers la Belgique, puis dans le nord de la France. Elle avance vite, très vite. Paris est menacé. Le gouvernement français quitte la capitale pour Bordeaux. Tout paraît perdu. On dirait que le grand plan va marcher. Mais la France n'est pas encore battue. À sa tête, un général calme et solide. Joffre. Rien ne semble l'ébranler. Pendant la retraite, il garde son sang-froid. Il réorganise. Il attend le bon moment. Et début septembre, ce moment arrive. Les armées allemandes ont avancé si vite qu'elles sont épuisées. Leurs lignes sont étirées. Un trou se forme entre 2 armées allemandes près de la rivière Marne. Joffre voit l'occasion. Il ordonne une contre-attaque générale. C'est la bataille de la Marne. Une bataille décisive. Pour renforcer le front à temps, on manque de moyens de transport. Alors le général Gallieni a une idée surprenante. Il réquisitionne les taxis de Paris. Des centaines de taxis transportent des soldats vers le front en pleine nuit. Les fameux taxis de la Marne. C'est un petit détail dans l'histoire, mais il est devenu un symbole. Le symbole d'une nation qui se bat avec tout ce qu'elle a. La contre-attaque réussit. Les Allemands sont stoppés. Puis repoussés, Paris est sauvé. Le grand plan allemand vient d'échouer. La guerre rapide n'aura pas lieu. Mais attention, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est même le début du vrai cauchemar. Car après la Marne, aucun camp ne peut l'emporter. Chacun essaie de déborder l'autre par le nord. C'est ce qu'on appelle la course à la mer. Les armées s'étirent de plus en plus long, jusqu'à la mer du Nord. Et partout, faute de pouvoir avancer, les soldats creusent. Ils s'enterrent. Ils construisent des tranchées. À la fin de l'année 1914, le front est figé. 2 lignes de tranchées se font face. De la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Plus de 700 km. Entre les deux, une bande de terre ravagée. Le no man's land. La terre de personne. La guerre de mouvement est morte. La guerre des tranchées commence. Et elle va durer plus de 4 ans. Pensez à ce renversement. On était parti pour une guerre de mouvement, de grandes charges, de belles manœuvres. On se retrouve dans la boue, immobile, face à des barbelés et des mitrailleuses. Les soldats vivent sous terre, dans le froid, dans l'eau, au milieu des rats. Ce n'est pas la guerre qu'on leur avait promise. C'est une usine à broyer les hommes. Et la machine, elle, ne s'arrête plus. Arrêtons-nous un instant sur l'ampleur de tout cela. On avait promis une guerre courte. Dès les premiers mois,
le bilan est effrayant. Rien que pour la France, l'année 1914 fait des centaines de milliers de morts et de blessés. En quelques semaines. Le mois d'août 1914 reste l'un des plus meurtriers de toute l'histoire militaire française. La fleur dans le canon du fusil a vite fané. Comparer des échelles. On parlait d'un retour pro-Noël. La guerre durera jusqu'en 1918. On imaginait quelques batailles. Il y aura 4 ans de tranchées. On pensait à une querelle dans les balcons. C'est le monde entier qui s'enflamme. Des soldats viennent d'Afrique, d'Asie, d'Australie, du Canada. Des colonies entières sont appelées. C'est pour cela qu'on l'appelle une guerre mondiale. Des millions d'hommes sont sous les armes en quelques semaines. Jamais on n'avait vu une mobilisation aussi vaste. Des nations entières se transforment en armées. Les usines passent à la production de guerre. Les femmes remplacent les hommes aux champs et aux ateliers. La société tout entière entre en guerre. C'est une guerre nouvelle. Une guerre totale. Et tout cela à cause de quoi, au fond? À cause de la machine. Repensez au duel. D'un côté, des hommes qui parlent et hésitent. Les cousins couronnés. Les diplomates comme Gray. De l'autre, des plans rigides et des horaires de train. Et ce sont les horaires qui ont gagné. Voilà la vraie leçon de l'été 1914. Quand une mécanique devient plus puissante que la volonté des hommes, la catastrophe devient possible. Y avait-il un moment pour tout arrêter? Oui, plusieurs. Berlin aurait pu retenir Vienne au lieu de signer un chèque en blanc. Vienne aurait pu accepter la réponse serbe. Le tsar aurait pu retarder sa mobilisation générale. L'Allemagne aurait pu ne pas envahir la Belgique. À chaque étape, une autre décision était possible. Mais à chaque étape, la peur et les horaires ont gagné. Tirons le bilan final. La Première Guerre mondiale durera 4 ans. Elle fera environ 10 millions de morts militaires, des millions de blessés, des millions de civils touchés. 4 grands empires vont s'effondrer. L'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe, l'Empire ottoman. La carte de l'Europe sera redessinée entièrement. De nouveaux pays vont naître. La Pologne renaît, la Tchécoslovaquie apparaît, la Yougoslavie se forme. Le Proche-Orient est découpé par les vainqueurs. Beaucoup de frontières actuelles datent de cette époque, et de nombreux conflits modernes y trouvent leurs racines. La guerre de 1914 n'est pas seulement de l'histoire ancienne, elle façonne encore notre monde. Tout cela à partir de 2 balles tirées par un jeune homme de 19 ans. Que reste-t-il de tout cela aujourd'hui? Beaucoup plus qu'on ne le croit. D'abord, une génération entière a été sacrifiée. On l'appelle la génération perdue. En France, presque chaque village a son monument aux morts, avec de longues listes de noms, souvent les mêmes noms de famille, répétés. Des frères, des cousins, des voisins, toute une jeunesse est fauchée, des paysans, des ouvriers, des instituteurs, des poètes. Ce vide se sentira pendant des décennies, dans les familles, dans l'économie, dans les âmes. La France de l'après-guerre porte un deuil immense, et une peur, la peur que cela recommence. Ensuite, cette guerre a préparé la suivante. La paix de 1918 sera dure et humiliante pour l'Allemagne. De cette humiliation naîtra une rancune. Et de cette rancune naîtra, 20 ans plus tard, une autre guerre encore plus terrible. La Première Guerre mondiale est la mère du XXe siècle, le pire siècle pour la violence. Enfin, il y a une réponse à tout cela. Une leçon que l'Europe a fini par tirer. Plus jamais ça. Après 2 guerres mondiales, d'anciens ennemis ont choisi de se lier autrement. Non plus par des alliances militaires secrètes, mais par le commerce et la coopération. L'Union européenne est née en partie de ce souvenir, de la volonté de ne plus jamais laisser une machine décider à la place des hommes. Alors souvenez-vous des 2 mots, l'étincelle et la machine. L'étincelle, à Sarajevo, n'a duré que quelques secondes. La machine, elle, avait été construite pendant des années. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Une étincelle se voit, une machine se prépare en silence. Le vrai danger n'est jamais seulement l'attentat, c'est tout ce que nous avons laissé s'accumuler autour. Voilà comment, durant l'été 1914, 2 coups de feu ont embrasé le monde entier. Non pas parce qu'une balle était si puissante, mais parce que toute l'Europe était déjà un baril prêt à exploser. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout